Thibault. Et moi, de mon côté, je vous présente qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une fibre optique brise? Bien, on la répare. Eh bien, restez avec nous, ça commence dans 2 secondes. Aujourd'hui, on vous présente des vrais virtuoses de la programmation, des vrais virtuoses de l'informatique, des créateurs de démos. Alors, qu'est-ce que c'est un démo? Bien, essentiellement, on pourrait dire que c'est une création qui réunit les talents de codeurs, d'artistes, de musiciens, comme présentation multimédia, animée, et qui a ceci de particulier qu'elle est calculée en temps réel par l'ordinateur. Alors, on va en parler plus en détail tout au long de l'émission, et particulièrement avec deux de nos invités, qui sont des membres de Creative Impact, c'est un crew de démo. Alors, Jonathan Villani et Francis Bernier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? On va vous préparer un petit démo spécialement pour l'émission, un mini démo de 30 secondes. Qui va nous servir de générique. Oui, exactement. Et Francis, tu as choisi le thème? Oui, on a pris un thème de science-fiction parce que les ordinateurs, ben, c'est une sorte de symbole du futur. Alors, vous travaillez avec quoi essentiellement? Pour la programmation, c'est Visual C++. Et pour le côté visuel? C'est 3D Studio Max et Photoshop. Alors, on va vous revenir un petit peu plus tard, tout au long de l'émission, en fait, on va venir vous voir. Et vous allez nous montrer comment vous travaillez et peut-être nous dévoiler certains de vos secrets. Là, on va rejoindre Philippe qui va nous parler de soudure de fibre optique. On va voir ça. Avec la prolifération de la fibre optique dans tous les domaines des télécommunications, l'informatique, faire face à des problèmes qui peuvent s'avérer passablement sérieux. Parce que la fibre optique, c'est délicat et c'est fragile quand on la manipule. Donc, Philippe, tu nous présentes toi aussi deux invités qui sont responsables du déploiement de la fibre optique pour la Ville de Montréal. Exactement. Donc, ils font partie du groupe de télécommunications de la Ville de Montréal. Je présente Daniel Desgagnés et Alain Desaulniers, qui vont nous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait lorsque la fibre optique casse, finalement. OK. Donc, Daniel, je te laisse la parole. Et un petit peu comment ça fonctionne quand on a une fibre qui est cassée, comment est-ce qu'on peut la réparer? Premièrement, on commence avec la fibre optique. Il faut faire une préparation. Il faut enlever la gaine qui se retrouve sur la fibre. OK. Faire un nettoyage de la fibre. D'accord. Et puis, on se trouve à la préparer pour venir au moment où on va faire la fusion de la fibre. Quand tu parles de la nettoyer, on la nettoie comment? On ne prend pas du Monsieur Net nettoyer ça? Non. On nettoie avec un produit de l'alcool. OK. Ainsi que... Et on coupe avec un appareil, excusez l'anglicisme, mais c'est un cleaver. Un cutter. Qui coupe à un angle près que 90 degrés. OK. Pourquoi on ne veut pas couper exactement à 90 degrés? Pourquoi? Je ne pourrais pas vous répondre à la question. Peut-être qu'Alain peut nous aider. À 90 degrés, c'est presque impossible de couper du verre. La pointe de diamant aussi, c'est une pointe de diamant qui se trouve à couper le verre. Okay, c'est quoi? C'est pour pas que si on coupe à 90 degrés, pour pas écraser la fibre quand c'est le verre, en fin de compte. Donc, ils vont le plus près possible de 90 degrés pour avoir une fusion la plus parfaite possible. Okay. Donc, les deux vont se corréler ensemble. Donc, c'est pour ça qu'ils vont à 89,999 l'angle de coupe. Donc, le plus près possible, mais pas 90. Plus le cleaver est cher, plus l'angle est près de 90. Ah, OK. Bon, comment est-ce qu'on procède un peu? Moi, je veux voir ça. Je veux vous voir taponner un peu. Tu veux nous voir taponner? On va commencer avec enlever la gaine sur une fibre optique. Donc, la fibre, là, on la voit vraiment très petite. Je vais juste vous arrêter un instant. Au niveau sécurité, ça prend des lunettes de sécurité autant que possible. OK. Pourquoi est-ce qu'on veut des Pour lunettes? se protéger, car le verre a la particularité d'être très flexible. Oui. Mais quand il casse sur la pointe, on ne doit jamais mettre nos doigts sous le bout de la fibre. OK, puisque ça rentre dans les doigts. Ça rentre dans les doigts, c'est ça. Et Comme puis des protéger écharpes, mais ses c'est yeux. pas enlevable. C'est ça. OK. Fait que, on va y aller avec un dégainage. OK. Donc là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu enlèves la gaine de plastique sur la fibre. J'enlève la gaine de plastique qui recouvre la fibre. Une pellicule de plastique sur le dessus. OK. Présentement, c'est une fibre monomode. Micromètre. Une autre type de fibre optique qui s'appelle la multimode, qui est un peu plus gros. OK. On peut avoir 62,5 microns ou environ 55 microns, selon le type de Justement, là, on voit multimode. là, que Daniel est en train de la nettoyer avec ça. Là, on passe à l'étape de la coupure. OK, donc là, tu la mets dans ton fameux cleaver. Cleaver. OK, puis tu la coupes.
Puis là, il faut faire attention, comme tu me Il disais tout faut à l'heure, ramasser avec le petit bout de fibre pour pas qu'on se C'est le rende ça. nulle part. Un morceau là, de ruban de ramasser Et ensuite, on vient la positionner sur la la fusionneuse. fusionneuse. Il faut faire bien attention pour bien ajuster, parce que l'espace est vraiment C'est ça. pas gros. Là. Comme on peut voir à l'écran, là, on voit ce que vous voyez là, comme les deux plus bas. C'est le noyau, si vous voulez, sous la gaine. Puis dans le centre, ce qu'on ne voit pas, c'est le noyau de la fibre. Les termes anglais, il y a le gladding et le core. OK. Le core, c'est la partie blanche, le gladding, OK. c'est la partie noire. Et là, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est que Daniel va mettre l'autre morceau. Pendant que Daniel y prépare, on peut peut-être vous montrer un extrait de qu'est-ce que ça ressemble finalement là, lorsqu'on la fusionne. Peut-être qu'Alain, tu pourrais commenter aussi la fusion de la fibre. Comme là, qu'est-ce qui se passe là, à l'écran? Là? On voit les deux fibres qui se rapprochent. Je recherche, là, il y a un nettoyage. OK, Là, il y a un petit arc électrique de quelques millisecondes. OK. Vous voyez les deux Il vient extrémités. nettoyer les extrémités. Là, maintenant, c'est une corrélation. C'est l'alignement des deux fibres sur deux axes, qui est X et Y. Et donc, la machine vient automatiquement t'aligner. Exactement. Et OK. puis, après ça, il va y avoir la fusion. C'est un courant d'environ de 16 mA. Tout ça, c'est ajustable. OK. Et puis, pendant 5-6 secondes. Et puis, on voit l'évaluation de l'épissure. Ça, c'est finalement la vérification que tu fais. De la perte de l'épissure et ainsi de suite. Il y a OK. un test de traction Pour s'assurer pour que... s'assurer que l'épissure est bonne. OK. Donc là, Daniel est en train de continuer un autre exemple qu'on pourrait faire. Une fois que la fibre a été faite comme ça, est-ce qu'il y a des procédures à part? On ne peut pas mettre une fibre qui est dégainée comme ça dans les conduits de la ville. On Il va utilise, falloir la protéger oui, d'une façon quelconque. on utilise une protection mécanique, encore le terme anglais, c'est une sleeve. OK. C'est une petite protection en métallique, un petit tube métallique, enduit de colle, de la colle à Fait que finalement, l'intérieur. c'est comme C'est ça. deux tuyaux de plastique avec une gaine en métal. Une canne en métal. Il y a de la Exact. colle à l'intérieur, c'est chauffé. Ici, OK. on le chauffe. Puis ça vient protéger. Qui est- OK. Personnellement, je ne sais pas si on peut peut-être la montrer à la caméra, la petite gaine en plastique comme ça. C'est À vraiment l'intérieur, pas c'est de la gros, colle. là. C'est ça. Puis c'est vraiment, là, c'est rigide. Là. Je peux pas la plier, celle-là. Là. Non. Donc, ça vient vraiment protéger la soudure qu'on a faite avec la ça, fibre. C'est bien ça. Bon, comment vous faites pour vérifier? Là, la petite machine a dit que tu as 0,8, 0,9 dB. C'est pas la perte réelle OK. de l'épissure. Un coup que le travail est complété, un coup que les fusions sont complétées sur les 24, 48 ou le nombre de fibres qu'on Oui. va en faire, on utilise un appareil ici qui est un OK. réflectomètre optique. D'accord. On se trouve à brancher la fibre optique sur un des deux modules, selon le OK. type de fibre optique qu'on a. Oui. La lumière sur la fibre optique. Et puis, ce qu'on a, c'est qu'on a la distance totale de la fibre optique et on peut voir. Ici, j'ai une évaluation, j'ai une épissure. On voit ici la perte, la courbe. OK. Donc, on a vraiment une perte au niveau de 0,3 sur la OK, fibre. fait que la machine te dit automatiquement c'est quoi la perte, puis elle dit à Exactement. quel endroit. À quel endroit? Présentement, je suis à 1,7 km. C'est quand même assez précis avec les paramètres qu'on place dans la machine. On va OK, donner fait que ça le ça vous niveau de permet précision. justement de vous déplacer dans les divers trous Exact. de la ville, de les réparer là. On sait. Ah, c'est super. Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter ça. Fait que, on remercie beaucoup la Ville de Montréal de nous avoir passé l'équipement. Puis on remercie Daniel et Alain là, de nous avoir fait une Ben oui, démonstration. merci beaucoup. Ben oui. Alors, tout de suite après la pause, revenez-nous. On va parler avec non seulement les deux gars de Creative Impact qui sont en train de préparer une démo pour KT3Z, mais aussi un ancien démo maker qui va nous expliquer tous les dessous de la création de démos. On est de retour avec Jonathan et Francis de Creative Impact. Normalement, les gars, vous ne travaillez pas seulement à deux. Qui d'autre qu'il y a dans le crew avec vous? On a un autre programmeur, puis aussi on a un musicien. C'est ça, le musicien il est en Suède. Mais ça ne vous empêche pas de travailler Non, par ensemble. Internet. C'est très facile. Normalement, évidemment, vous travaillez aussi, là, vous travaillez vite, vous avez seulement quelques heures, le temps qu'on tourne l'émission mais pour préparer la démo. Mais une démo, combien de temps ça prend à préparer une démo complète? Bah, ça peut prendre, souvent une démo, on prépare ça avant une partie. Et ça peut prendre, on se prépare à l'avance 2 semaines. 2 semaines de travail assez intensif.
Puis, est-ce que vous faites ça dans vos temps libres? Ouais, de temps en temps, là, si on a un petit peu de temps, là, mais juste à l'avance d'un démo party, c'est là qu'on donne le rush final. Les nuits blanches, oui, c'est ça. Bon, ben, on va vous revenir tout à l'heure avec des détails. On va aller maintenant parler à Jean-François Poirier, un ancien démo maker. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur cet art informatique qui est la création de démos et la démocine, tout ça, donc on a invité un de nos collègues aussi, Jean-François Poirier, autrefois White Noise, non, toujours White Noise, et autrefois membre de Hornet. Eh oui. Donc, ça qui est quand même un crew bien réputé. Moi, je pense qu'ils sont cimentés dans leur position. On peut dire ça. Oui, maintenant... il n'est pas trop sûr de lui. Maintenant, ça développe. Ça fait un bout de temps, je suis plus dedans, là. Ça développe plus tellement, j'imagine. Non, ils sont un petit peu gelés. Alors, dis-nous, en général, Jean-François, qui sont les démo makers? C'est quel genre de monde? Ben, c'est comme on a vu, Jonathan et Frédéric, c'est des adolescents ou des adultes, bon, 16 à 25 ans, Oui. qui ont un intérêt pour les mathématiques, pour l'art et pour l'informatique, évidemment. Qui viennent, est-ce qu'il y en a partout dans le monde? Il y en a un peu partout, il y en a en Amérique du Nord, il y en a beaucoup en Europe. On a plein de théories là-dessus, on n'est pas sûr pourquoi. Pourquoi, mais... non? Ben, on pense en partie que c'est parce que les mathématiques sont plus avancées, ils ont une façon différente de les voir, puis bon, ils sont plus proches l'un de l'autre. Ah, oui, la géographie, ça aide aussi. Puis historiquement, ben, les premières machines ont surtout démarré en Europe, avec la communauté est plus forte. Là. Et puis au Québec, est-ce qu'il y a une démocine assez vivante? Ben oui, comme le monde Creative Impact. Là. Je peux pas dire qu'il n'y en a pas, je vais me faire taper dessus. Oui, c'est ça. Non, je veux dire, on a eu des parties, on a eu plein de trucs, il y en a une, là. Elle existe. Excellent. Mais qu'est-ce qui attire les créateurs de démos dans ce genre de dans ce genre de trip-là, appelons-le comme ça? Non! Non. Sérieusement, c'est la reconnaissance, d'abord, de leur père. C'est l'intérêt, le défi, le fun, quoi. C'est un peu la même éthique que les hackers, si tu veux. C'est des gars qui s'assoient dans leur sous-sol, puis ils partent derrière, puis ils font quelque chose. Bon, et normalement, ils travaillent en équipe. Là, on voit à l'écran des créations récentes. Ça, Moral Hard Candy, ça, c'est pas mal récent, cette démo-là. Oui, ben, 99. Relativement, quand même. Donc, ils travaillent en équipe. Quel talent, habituellement, on regroupe? On a vu des codeurs, des... Ben, c'est sûr que ça prend au minimum un programmeur, Oui. sinon tu t'en tires pas. Ça te prend un musicien, si tu veux de la musique. Souvent, tu peux en emprunter d'autres, mais essentiellement, tu aimes ça avoir le tien, parce que c'est plus original. C'est sûr. Ça te prend un graphiste. Quoique, de moins en moins, parce qu'il n'y a plus d'images statiques aujourd'hui. OK. C'est plus des effets, comme on voit maintenant. C'est plus ouais. des effets enlignés, puis enchaînés, plus que tu sais, des images statiques qui passent l'un après l'autre. Mais ça prend quand même un artiste 3D. Oui. Parce que toute la modélisation est faite par un artiste. Mais comment le travail s'organise-t-il? Qui commence avec quelle idée et puis comment ça s'organise? Ça dépend, ça va être groupe en deux, des années différentes, mais avec une idée, ou l'artiste qui arrive avec une idée d'image qui est en tête, puis tout le monde se jase, puis on peut plus dire qu'ils s'assoivent dans la même pièce maintenant, Non, c'est mais ça. ils se communiquent puis ils partent de là. Tout le monde jamme sur cette idée-là, entre guillemets. Ça ressemble à ça, oui. OK. Alors, parle-nous des différents types de démos. Quand on va dans les parties, par exemple, il y a d'autres aussi, d'autres sous-catégories de démos, si on veut. Ben, c'est ça. Ces catégories-là sont nées surtout à cause des parties. Parce que, bon, des démos, ça prend du temps à faire. Ouais. Souvent, ça peut prendre des mois même. Fait que quand tu décides que tu veux faire des compétitions d'originalité sur place, il faut que tu les fasses plus vite. Puis en plus tu les fais, c'est difficile de rentrer du matériel dedans. Donc, fait que tu peux avoir des intros. Souvent, les intros sont à 64K, ce qui est beaucoup plus petit. On regardait des démos de 1 meg, 2 meg, 5 meg, 64K, c'est très petit. C'est Ou minuscule. 4K. Qui est encore plus petit, il n'y a presque pas de place, incluant la du musique, sculpture, incluant là. tout. Ben, tu as de la musique, mais elle est très petite. Ouais. Puis quand on met texte en caractère à l'écran au lieu d'être en graphisme. Ah, aussi en ASCII art? Oui. OK, carrément. Aussi, ben, justement, on voit qu'on descend à un niveau technique assez bas. Donc, les vieilles machines sont encore à l'honneur. Bien, surtout pour des raisons historiques, parce que quand les vieilles démos, les démos sont des tellement exigeants en termes de machines qui sont vraiment couplés avec la machine. Il y en a plusieurs qui sont en assembleur, comme Future Crew était en grande partie Oui. des fans de l'assembleur, je sais. Donc, oui. Unreal est en assembleur en grande partie. Et en plus, dans ces temps-là, les grosses démos utilisaient des cartes spécialisées de son, dont la Grievous Ultrasound qui était fait ici avant toi. Oui, qui était une des grandes favorites C'est parce de que la démocine. les gars venaient de cette scène-là, puis ils l'ont conçu pour cette scène-là. Fait que c'est une espèce d'échange entre les deux. Eux autres leur ont donné du matériel, puis les démocodeurs. Normalement, avec quel matériel, quel logiciel
logiciels les crews modernes, si tu veux, de 2001 travaillent? Bon, on a vu 3DS pour faire de la 3D. On a vu des compilateurs comme Visual Studio. Il y en a qui utilisent encore Borland. Je pense Wacom est encore utilisé. Donc, ça te prend un compilateur. Ça va te prendre un logiciel de musique. Il y en a plusieurs, dépendamment des... Des trackers en général, Il y en a c'est ça. il y en a comme Buzz Tracker qui se rapproche beaucoup plus d'un synthétiseur que Fast Tracker, qui est celui qui est utilisé beaucoup par les Européens, par exemple. Ah oui, Fast Tracker qui est justement, disons, beaucoup plus un tracker traditionnel. Oui, il ressemble plus à un piano mécanique à ruban. Qu'est-ce qu'on entend justement de la démo scene? On parle des parties, on parle des compétitions. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Comment ça se passe? Bon, tu as participé à l'organisation on peut dire, un party qui a fait l'histoire. Oui, à Longueuil, North American Festival, qui était le premier. Le premier en Amérique du Nord. C'est sûr que c'est beaucoup d'organisation. Puis c'est beaucoup de choses en même temps. Fait que tu as des compétitions, non seulement des compétitions, bon, les démos, les intros, la musique, les graphistes, tu as des activités qu'il faut que tu organises autour. Tu as beaucoup de monde, fait que c'est beaucoup de planification, puis il se passe beaucoup de choses. Par exemple, l'image qu'on voit souvent quand on parle d'un party, c'est le grand espace, plein de machines en rangée allumées, avec plein de monde qui sont dedans. Alors, on peut parler de combien de participants à peu près? Ça varie. En Europe, ils sont plus gros, mais ici, on était, je pense, au moins 1000. 1000? Dans une pièce. Dans une pièce. Donc, là, c'est on parle d'un concours de Oui. où on parle où encore les créateurs arrivent avec du contenu déjà prévu. Ça dépend. Souvent, pour les démos plus compliquées, plus évoluées, comme Second Reality, on fait pas ça en 2 semaines, ça prend plus de travail. Donc, il y a de la préparation faite à l'avance. Souvent, le matériel est préparé à l'avance, puis le tout est intégré sur place. Les plus sautés sur place, mais c'est plus rare. OK. Et puis, est-ce qu'il y a des vedettes de la démo scene? Comme toute culture underground, bien sûr que ça a ses icônes. Future Crew, c'en est un, Triton. Ici, on avait DCB de Cheese Brigade, qui est grand sauté à Montréal. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui ressortent parce qu'ils sont plus poussés que les autres, parce qu'ils travaillent mieux que les autres, parce que le résultat est plus soigné. Puis en terminant, as-tu des conseils à adresser à ceux, disons, aux gens qui nous regardent et puis qui seraient peut-être intéressés à sauter dans l'univers de la démo? Commencer par une bonne grosse bouteille d'aspirine, parce que les maux de tête s'en viennent. C'est sûr que ça prend beaucoup d'intérêt sur la programmation, sur la machine. Ça prend un programmeur pour commencer. Ouais. Puis ça prend beaucoup de contacts, parce qu'il faut que tu connaisses des musiciens, mais si tu es intéressé là-dedans, Hornet d'ailleurs a des... qu'on va plugger ici. Une excellente section de tutoriels sur comment commencer. Si vous voulez en savoir plus, on a commandé un qui s'appelle O-Juice, mais Orange Juice, que vous trouvez à l'adresse www.ojuice.net, où vous allez trouver des informations sur la scène démo, sur les créateurs, aussi des aspects techniques, il y a des tutoriels également. Également, un autre site bien intéressant, scene.org, où là, vous pouvez télécharger les dernières créations de la démo scene et admirer aussi les grands classiques du genre, comme ceux qu'on a vus. On est de retour avec Jonathan et Francis qui ont presque fini de travailler, donc qui ont fini de nous préparer une démo pour le générique qui arrive dans quelques minutes. Qu'est-ce qui vous a attiré d'abord dans l'univers de la démo? Moi, c'est un de mes amis. Et quand il est venu chez moi, à un moment donné, il a emmené justement, comme on a parlé au début de l'émission, une démo de Second Reality. J'ai trouvé ça super impressionnant. Puis j'ai dit un jour, quand il va y avoir une compétition, j'aimerais ça participer. Vous travaillez tous les deux en informatique? Oui. Oui. Pas encore, Francis? Je viens de terminer le cégep. OK, d'accord. Puis toi, Jonathan? Moi, je travaille chez Microïd Canada, compagnie OK. de jeux ici à Ben Montréal. oui, bien connu. Oui. Parlez-nous un petit peu de la création de la démo que vous nous avez préparée, là. Un peu les différentes étapes. On sait que vous êtes parti d'un thème de science-fiction, mais comment vous avez procédé pour créer ça? Bon, au début, on chattait ensemble, Ouais. puis on filait une idée, puis on a établi un plan fixe, disant de telle seconde à telle seconde, ça va être telle sorte de scène. Après, il va y avoir une transition, puis ensuite une deuxième scène pour le Genre de reste. storyboard, finalement. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ton écran de 3DS, 3D Studio Max. Donc, ça, c'est ton plan d'ensemble, ça pour une des scènes, pour une des séquences de l'animation. OK. Puis, toi, Jonathan, tu as codé quoi exactement? Tu as créé un moteur 3D? Oui, c'est ça. Pour permettre l'affichage des graphiques qu'on voit à l'écran, il a fallu que je fasse quelque chose qui importe les fichiers de 3DS Max.
Ouais. Puis moi, je les render dans le terme demo scene C'est ça. à l'écran. Fait que ça prend un engin, un moteur 3D pour OK. mettre les lights, les lumières, tous les effets de caméra, puis tout ça, c'est tout moi qui ai codé ça. Puis le code, est-ce qu'il est optimisé en fonction par exemple, d'une carte vidéo particulière ou soit d'une carte de son, mais là, là, ça a été créé avec un tracker qui est en MP3. J'imagine que ça appelle MP3. Oui, c'est ça. Ça, c'est entièrement codé en DirectX 8. OK. Donc, c'est pour les compatibilités au niveau des cartes vidéo, c'est standard. ouvert, là, c'est c'est ça. Ça supporte toutes les cartes vidéo. OK. En autant qu'on ne va pas trop dans le spécifique là, Non. au niveau du code. OK. Là, vous participez donc à des compétitions. Vous avez gagné Coma 1 en 99, Coma 2 l'an dernier, qui sont deux gros parties sur la démo scene. Qu'est-ce que ça prend pour se distinguer des autres dans la scène? Moi, je dirais de l'originalité, être créatif. C'est sûr qu'il faut avoir des effets pas mal à date, là, à jour. Ouais. Il ne faut pas rester trop non plus dans les vieux effets. Il faut toujours innover. Et puis, donc, vous êtes jugé sur l'originalité. Puis, si vous aviez des conseils à donner à ceux qui voudraient suivre vos traces, Parce que tu le veux le faire et non parce que quelqu'un t'ordonne de le faire ou soit que c'est un travail. donc, il ne faut surtout pas que ce soit un travail, mais je vous remercie beaucoup, les gars. Merci. Et puis, on va se quitter justement sur des images de la démo. Merci aussi à Jean-François d'avoir été avec nous. Merci, Philippe. Là, au loin. Alors, on se revoit la semaine prochaine et avec un sujet assez controversé. Son PC de rêve, mon Mac de rêve. Je garantis que ça va s'ostiner. Venez sur notre site pour tous les détails, côté3z.com. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut.